Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une histoire assez folle, une histoire qui a secrètement redéfini les règles de l'industrie musicale. Elle met en scène deux des plus grands noms de tous les temps. C'est une histoire d'amitié, de business, oui, mais surtout d'une leçon qui a eu des conséquences absolument monumentales. La question qui est au centre de tout ça est à la fois simple et vertigineuse. Comment est-ce qu'un conseil donné en toute amitié entre deux légendes a pu mener à ce que beaucoup appellent la trahison la plus célèbre de l'histoire de la musique? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Ok, alors, premier acte. On remonte le temps, direction le début des années 80. Imaginez le décor. Un studio d'enregistrement, deux géants de la musique. Et au milieu des notes, une amitié est en train de naître. On est en 1981. Michael Jackson et Paul McCartney travaillent ensemble sur des tubes comme C'est. Et évidemment, c'est un carton. Mais bien plus que la musique, c'est une vraie amitié qui se tisse entre eux. Il y a une admiration énorme de chaque côté. Paul, c'est la légende vivante, l'ex-Beatle. Michael, c'est la superstar en pleine ascension. Et c'est justement pendant ces moments-là que McCartney, fort de son expérience, va donner à Jackson le conseil qui va absolument tout changer. Il lui explique, en gros, que le vrai pouvoir, le vrai argent, ce n'est pas dans les ventes de disques. Non. C'est dans la possession des droits d'édition des chansons. C'est là que se trouve le trésor. On passe à l'acte 2. Parce que ce conseil, Michael Jackson ne l'a pas laissé tomber dans l'oreille d'un sourd. Oh que non, il a écouté, il a bien tout enregistré et il a commencé à préparer son coup. L'élève, en silence, commence à avoir ses propres ambitions. Il faut bien comprendre un truc. Pour Michael, ce n'était pas qu'une histoire de gros sous. C'était bien plus profond. Il était littéralement obsédé par l'idée d'avoir le contrôle artistique. Pourquoi ? Parce qu'il avait vu ses premières chansons, celles des Jackson 5, appartenir entièrement à la Motown. Et il s'était juré que ça ne lui arriverait plus jamais. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il met en pratique la leçon de Paul, mais de manière très méthodique. D'abord, il achète le catalogue de Sly and the Family Stone. Ensuite, celui de Ray Charles. Il se fait la main, en quelque sorte, il apprend le métier, il construit son petit empire, tout ça en gardant un œil sur la vraie cible, le prix ultime. Et cette cible, elle finit par se présenter. On arrive à l'acte 3, le climax, le moment où tout bascule. Une seule transaction financière qui ne va pas juste secouer l'industrie, mais qui va aussi pulvériser une amitié. Regardez comme tout s'enchaîne vite. Début 1985, le Saint Graal de l'édition musicale, le catalogue des Beatles, est officiellement mis en vente. Forcément, Paul McCartney est intéressé, mais il trouve le prix trop élevé, il hésite. Et pendant que Paul pèse le pour et le contre, Michael, lui, est dans les starting blocks. Et il ne va pas hésiter, lui. Et voilà, août 1985, il passe à l'action. Il rafle la mise pour 47,5 millions de dollars. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'est une somme absolument astronomique. D'un seul coup, il devient le propriétaire de la plupart des chansons de son ami, Paul McCartney. La suite est glaciale. La légende raconte que Paul McCartney, complètement sonné, appelle Michael. Il lui rappelle leur conversation, le fameux conseil qu'il lui avait donné. Et la réponse de Jackson est tombée comme un couperet, simple, direct. Paul, ce sont juste les affaires. C'est la fin de leur amitié. Point final. Et c'est là que l'histoire, qui semble si simple, devient beaucoup plus complexe. On entre dans la 4e partie. Parce que tout de suite, l'opinion publique a son verdict. Jackson est un traître. Mais si on regarde ce qu'il a fait ensuite, en coulisses, l'histoire est un peu différente. On a donc deux versions. D'un côté, l'accusation, très claire, Jackson a poignardé son ami dans le dos pour s'enrichir. Et de l'autre, la réalité de sa gestion du catalogue. Pour vraiment comprendre, il ne faut pas s'arrêter à l'achat. Il faut regarder ce qu'il a fait avec ce trésor. Et là, surprise, loin d'exploiter les chansons jusqu'à la moelle, Michael Jackson a agi comme un véritable gardien du temple. Il a refusé systématiquement que la musique des Beatles soit utilisée dans des pubs pour des fast-foods, des sodas, bref, dans n'importe quel contexte qu'il jugeait irrespectueux. Pour lui, cette musique était sacrée. Ce qui nous amène au dernier acte, le plus ironique de toute cette histoire. Comment cette fameuse trahison a, au final, peut-être bien sauvé un héritage d'une valeur inestimable. Parce que la protection, ce n'était que le début. Michael Jackson était aussi un homme d'affaires redoutable. Il a fait fusionner le catalogue pour créer ce qui allait devenir le géant Sony/ATV. Et le résultat ? La valeur des chansons des Beatles a explosé, elle a été multipliée. Il n'a pas seulement protégé leur héritage, il l'a fait fructifier pour les générations à venir. C'est quand même incroyable quand on y pense, non ? C'est un cycle parfait, mais complètement involontaire. McCartney donne la leçon, Jackson l'applique à la lettre,
Et au final, c'est l'héritage de McCartney lui-même qui se retrouve protégé et valorisé comme jamais. La boucle est bouclée. Le paradoxe est total. Sans le conseil de Paul, Michael n'aurait jamais su qu'il fallait acheter ça. Mais sans l'achat de Michael, qui sait ce que seraient devenues ces chansons? Elles auraient peut-être été vendues à n'importe quelle marque, leur magie complètement diluée par le commercialisme à outrance des années 80 et 90. Alors voilà, on termine avec cette question qui reste ouverte. Une amitié a été brisée, ça c'est un fait, mais un héritage musical parmi les plus importants du XXe siècle a été sauvé et même magnifié. Alors, la question demeure, est-ce que le jeu en valait la chandelle?